En 1935, la Wehrmacht adopte officiellement une arme qui allait devenir l'un des symboles les plus reconnaissables de la Seconde Guerre mondiale, la carabinière 98K. Plus de 14,6 millions d'exemplaires seront produits entre 1935 et 1945. Mais derrière la réputation de précision et de fiabilité de ce fusil à verrou se cache une réalité bien plus complexe. Comment cette arme, considérée par beaucoup comme le meilleur fusil à verrou jamais conçu, a-t-elle pu devenir une source d'inquiétude pour les soldats qui la portaient? Quel secret se cache derrière sa fabrication en temps de guerre? Aujourd'hui, nous explorons l'histoire méconnue d'une arme emblématique, en révélant des faits que même les passionnés d'histoire militaire ignorent souvent. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles impose à l'Allemagne des restrictions militaires dévastatrices. La production d'armes de guerre est strictement limitée. Pourtant, dans les usines Moser d'Oberndorf, les ingénieurs travaillent en secret sur l'évolution d'un fusil qui avait déjà fait ses preuves lors de la Première Guerre mondiale, le Gewehr 98. Ce fusil de 1,25 m de long s'était révélé trop encombrant dans les tranchées. Les leçons de la Grande Guerre étaient claires. Les soldats avaient besoin d'une arme plus maniable, capable de fonctionner dans des conditions extrêmes tout en conservant la précision légendaire des armes Moser. Paul Moser, décédé en 1914, avait laissé un héritage technique impressionnant, un système de verrouillage à 2 tenons qui allait devenir la référence mondiale. Dans les années 20, Moser développe le Standard Model, une version raccourcie destinée à l'exportation vers la Chine, l'Espagne et la Belgique. Ce modèle contourne habilement les restrictions de Versailles en étant officiellement destiné au marché civil et étranger. La crosse est allégée, le canon raccourci à 600 mm et la poignée du verrou est courbée vers le bas pour faciliter le maniement. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir et rejette ouvertement le traité de Versailles. L'Allemagne commence son réarmement massif. Le 21 juin 1935, le carabineur 98 Kurz, littéralement carabine 98 Kurz, est officiellement adopté par la Wehrmacht. Le K dans son nom désigne Kurz, bien que l'arme avec ses 1,11 m de longueur totale et 3,9 kg reste relativement imposante pour une carabine. Le K98K utilise la puissante cartouche 7,92 par 52 mm Moser, également connue sous le nom de 8 mm Moser. Cette munition, tirée avec une vélocité initiale de 760 mètres par seconde, peut atteindre une portée effective de 500 mètres pour un tireur moyen et jusqu'à 1000 mètres pour un tireur d'élite expérimenté. Le chargeur interne contient 5 cartouches, alimentées par des lames chargeurs métalliques que les soldats apprennent à insérer rapidement sous pression. Les premiers modèles produits, entre 1935 et 1939, sont de véritables œuvres d'art militaire. Les crosses en noyer de qualité supérieure sont finement ajustées. Le métal arbore une finition bleue au sel qui rivalise avec les fusils de chasse de luxe de l'époque. Chaque pièce est numérotée individuellement et les tolérances de fabrication sont extrêmement serrées. Le standard d'acceptation en usine exige que 3 des 5 coups tirés à 100 mètres s'inscrivent dans un rectangle de 8 cm par 12 cm. Cette précision impressionnante donnera naissance à la légende du K98K. En 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne, la plupart des unités d'infanterie de première ligne sont équipées du K98K. L'arme a été testée dans des conditions variées, du froid scandinave aux chaleurs d'Espagne pendant la guerre civile. L'histoire du K98K commence bien avant 1939. Tapez Moser en commentaire si vous découvrez ses origines fascinantes pour la première fois. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire sur les armes et tactiques de la Seconde Guerre mondiale. Activez la cloche de notification. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht lance l'offensive à l'ouest. Les soldats allemands, équipés de leur Kar 98K, traversent les Ardennes et déferlent sur la France. Sur le papier, le fusil allemand possède des caractéristiques impressionnantes. En pratique, les premiers affrontements révèlent une vérité inconfortable. Face au fusil semi-automatique américain M1 Garand ou au fusil britannique Lee Enfield à 10 coups, le Kar 98K souffre d'un désavantage crucial, sa cadence de tir. Un soldat allemand bien entraîné peut tirer environ 15 coups par minute avec son Kar 98K. Cette cadence exige de retirer la main droite de la poignée après chaque tir, actionner le verrou vers l'arrière pour éjecter la douille, puis vers l'avant pour chambrer une nouvelle cartouche, et finalement repositionner la main sur la crosse pour viser à nouveau. Chaque cycle prend environ 4 secondes. En comparaison,
Un tireur équipé d'un M1 Garand peut maintenir une cadence de 16 à 24 coups par minute sans jamais retirer sa main de la détente, grâce au mécanisme semi-automatique. Le Lee Enfield britannique, bien que restant un fusil à verrou, permet une cadence de 18 à 20 coups par minute grâce à son chargeur de 10 cartouches et son verrou à rotation courte de 60 degrés seulement. Cette différence mathématique devient critique lors des combats rapprochés. Dans un engagement d'infanterie typique à moins de 200 mètres, la capacité à maintenir un volume de feu supérieur peut faire la différence entre la vie et la mort. Les rapports de combat américains de la campagne d'Italie en 1943 mentionnent à plusieurs reprises comment la puissance de feu des M1 Garand permettait aux soldats américains de supprimer rapidement les positions allemandes. Un officier allemand capturé en Normandie en 1944 déclare lors de son interrogatoire « Nous pouvions entendre la différence. Vos fusils tiraient en continu. Les nôtres répondaient par des coups isolés. » Cependant, le Car 98K possède des avantages indéniables. Sa précision intrinsèque, due au système de verrouillage rigide à 2 tenons situés directement derrière la chambre, en fait une arme redoutable entre les mains d'un tireur compétent. Les snipers allemands, équipés de Car 98K munis de lunettes Zeiss ZF-39 à 4 fois ou ZF-42 à 6 fois, deviennent légendaires sur tous les fronts. Le plus long tir confirmé d'un sniper allemand pendant la guerre atteint 1200 mètres, effectué sur le front de l'Est en 1943. À partir de 1941, certains Car 98K reçoivent la lunette à faible grossissement ZF-41 de 1,5 fois, transformant des fusils standards en armes de tireurs désignées pour engager des cibles entre 300 et 400 mètres. La Wehrmacht développe une doctrine d'emploi qui reconnaît les limitations du Car 98K. Les escouades allemandes sont organisées autour de la MG34, puis de la MG42, des mitrailleuses à usage général qui peuvent tirer 900 à 1200 coups par minute. Le rôle des fusiliers équipés de Car 98K devient celui de protéger la mitrailleuse et d'engager les cibles désignées avec précision. Cette approche contraste avec la doctrine américaine, où chaque soldat, avec son M1 Garand, contribue au volume de feu de l'escouade, supporté par le BAR, Browning Automatic Rifle. Les statistiques de combat révèlent une réalité nuancée. Seulement 10 à 20% des pertes sont causées par des armes légères individuelles, la majorité provenant de l'artillerie et des armes automatiques de soutien. Dans ce contexte, la différence entre le Car 98K et le M1 Garand, bien que réelle, ne détermine pas à elle seule l'issue des batailles. En 1941, l'invasion de l'Union soviétique exige des quantités d'armes sans précédent. La production du K-98K s'accélère considérablement. Si les usines Moser d'Oberndorf restent le fabricant principal, la demande pousse le Reich à répartir la production dans tout le territoire contrôlé. Des codes fabricants apparaissent sur les récepteurs. 42 pour Moser-Oberndorf, 243 pour Moser-Borsigwald, 337 pour Gustloff-Werke à Weimar, 660 pour Steyr-Daimler-Puch en Autriche, 945 pour Waffenwerke Brünn en Tchécoslovaquie occupée. Chaque usine développe ses propres méthodes, ses propres raccourcis, ses propres compromis. La qualité commence à se dégrader dès 1940, mais c'est en 1942 que les premiers signes d'une détérioration sérieuse apparaissent. Les crosses en noyer massif sont progressivement remplacées par du bois lamellé de hêtre, plus résistant à la déformation, mais moins esthétique. La finition bleue au sel laisse place à une phosphatation rapide qui protège moins bien contre la corrosion. Les pièces métalliques, auparavant usinées avec soin, sont désormais estampées. Les numéros de série qui ornaient chaque composant commencent à disparaître sur les vis et les petites pièces. Que pensez-vous de cette évolution de la qualité? Laissez votre avis en commentaire. L'utilisation massive de travailleurs forcés aggrave encore la situation. À l'usine Steyr-Daimler-Puch en Autriche, la production implique des prisonniers du camp de concentration de Mauthausen-Gusen. Après le bombardement de l'usine de Steyr en février 1944, la production est transférée directement dans le camp de Gusen avec l'assemblage final à Mölln. Les conditions de travail, la malnutrition et la résistance passive des ouvriers forcés conduisent à une augmentation des défauts de fabrication. Des documents d'archives de la Fabrique nationale en Belgique, occupée et contrainte de produire des pièces pour le K-98K, révèlent des chiffres stupéfiants. La production quotidienne atteint environ 2000 verrous de fusil. Parmi ceux-ci, 500 à 600 sont immédiatement rejetés lors du contrôle qualité initial, soit un taux de rejet de 25 à 30%, alors que le taux d'avant-guerre était de 1 à 2%.
Sur les 500 à 600 verrous envoyés pour être rectifiés, 60% ne peuvent être réparés. Au final, 15 à 18% de la production quotidienne de verrous est inutilisable. Cette résistance passive par le sabotage se manifeste de multiples subtilités. Des outils sont perdus, des machines tombent mystérieusement en panne, des pièces sont fabriquées juste en dehors des tolérances acceptables. Les mémos allemands retrouvés dans les archives de la FN sont remplis de plaintes concernant la productivité, les activités de résistance et les retards de production. Les responsables belges de l'usine répondent par des explications techniques élaborées pour justifier pourquoi les objectifs allemands ne sont jamais atteints. Cette guérilla industrielle ralentit considérablement la production sans être assez flagrante pour entraîner des représailles massives. En 1944, face à l'escalade des besoins et à la pénurie croissante de matériaux et de main-d'œuvre qualifiée, l'armée allemande introduit le Kriegsmodell, le modèle de guerre. Cette version simplifiée élimine plusieurs caractéristiques jugées non essentielles. La baïonnette et son attache disparaissent, la baguette de nettoyage sous le canon est supprimée, le disque d'outils de démontage dans la crosse est remplacé par un simple trou dans la plaque de couche. Le garde-main et la bande de canon ne sont plus usinés, mais estampés et fixés par des vis simples au lieu de ressorts. Le verrou lui-même est simplifié. Les 2 trous ovaux d'évacuation d'urgence des gaz, auparavant fraisés avec soin, sont maintenant simplement percés, et le guide de verrou est omis du corps du verrou. La finition extérieure devient de plus en plus rudimentaire. Certains fusils de production tardive, particulièrement ceux de Stehr en 1945, présentent une finition si grossière qu'ils semblent avoir été assemblés à la hâte. Pourtant, et c'est remarquable, les éléments critiques de sécurité, la résistance de l'acier du récepteur, le traitement thermique des composants essentiels, sont maintenus aux standards nécessaires. Les fusils restent sûrs à utiliser, même si leur apparence et leur finesse de fabrication se dégradent considérablement. L'hiver 1941-1942 sur le front de l'Est révèle brutalement les limites du Kar 98K dans des conditions extrêmes. Lorsque les températures descendent en dessous de moins 30 degrés Celsius dans la steppe russe, les lubrifiants standards se figent. Les verrous deviennent difficiles à actionner, nécessitant parfois que les soldats frappent violemment la poignée pour ouvrir ou fermer le mécanisme. Les soldats allemands apprennent rapidement à dégraisser complètement leurs armes et à les faire fonctionner à sec. Mais cette solution crée ses propres problèmes, l'usure accélérée et le risque de grippage en présence de sable ou de boue. Les rapports de combat mentionnent des cas où les mécanismes d'éjection se bloquent, laissant une douille vide coincée dans la chambre au moment critique d'un assaut ennemi. Un vétéran du groupe d'armée centre témoigne dans ses mémoires. J'ai vu mon camarade tirer son premier coup, puis frapper désespérément sur le verrou qui refusait de s'ouvrir. Un fantassin russe l'a abattu avant qu'il puisse dégager sa chambre. Ces incidents, bien que relativement rares statistiquement, créent une anxiété constante chez les soldats qui savent que leur vie peut dépendre d'une arme qui fonctionne au premier essai, à chaque fois. Au contraire, dans le désert nord-africain, c'est la poussière fine et omniprésente qui pose problème. Le sable pénètre dans le mécanisme du verrou et, combiné au lubrifiant, crée une pâte abrasive qui accélère l'usure. Les soldats de l'Afrika Korps développent des routines de nettoyage quotidiennes minutieuses, mais dans l'urgence du combat, quelques heures suffisent pour qu'un Kar 98K commence à montrer des signes de dysfonctionnement. Erwin Rommel lui-même mentionne dans ses carnets les difficultés d'entretien des armes individuelles dans l'environnement désertique. La variabilité de la qualité entre les différents fabricants devient également un problème connu des soldats. Certaines unités développent une préférence marquée pour les fusils produits par Mauser-Oberndorf ou J.P. Sauer, réputés pour maintenir des standards plus élevés même en temps de guerre. À l'inverse, les fusils produits par certaines usines en fin de guerre, particulièrement ceux avec le code BNZ, Steyr, acquièrent une réputation de finition médiocre et de fiabilité douteuse. Les soldats échangent discrètement des fusils capturés ou tentent d'obtenir des armes de fabricants réputés lors des redistributions d'équipements. Un problème particulièrement angoissant pour certains soldats concerne la résistance du récepteur sur les fusils de production très tardive. Bien que les contrôles de qualité sur les éléments de sécurité critiques soient théoriquement maintenus, les rumeurs circulent sur des ruptures catastrophiques de récepteurs lors de tirs.
Ces histoires, amplifiées par le bouche à oreille, créent une méfiance persistante, même si les cas documentés de véritables défaillances structurelles restent exceptionnels. La crainte psychologique est aussi réelle que le danger physique. Les tireurs d'élite allemands, qui dépendent absolument de la fiabilité et de la précision de leurs armes, développent des rituels élaborés de maintenance et d'inspection. Certains refusent catégoriquement d'utiliser des fusils produits après 1943, préférant conserver précieusement leurs armes d'avant-guerre. Les lunettes de visée, également sujettes aux variations de qualité de production, doivent être testées et réglées méticuleusement. Un sniper témoigne « Mon fusil était mon assurance-vie. J'ai passé des heures à le connaître, à comprendre ses particularités. Quand on m'a proposé un modèle plus récent en remplacement, j'ai refusé. Je préférais garder mon vieux Car 98K de 1937, même avec sa crosse fissurée. » À la capitulation allemande en mai 1945, plus de 14,6 millions de Car 98K ont été produits. Des millions d'exemplaires sont capturés par les Alliés, particulièrement par l'Armée rouge qui s'empare de stocks considérables lors de l'avancée sur Berlin. Ces fusils connaissent une seconde vie remarquable. L'Union soviétique remettra en état des millions de Car 98K dans les années 1940 et 1950, les stockant dans des entrepôts en prévision d'un conflit avec l'Ouest qui ne viendra jamais. Ces armes seront ensuite distribuées aux mouvements de libération et aux gouvernements communistes du monde entier. Des Car 98K rénovés par les soviétiques servent lors de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam et dans d'innombrables conflits africains et moyen-orientaux. Israël reçoit d'importantes quantités de Car 98K fabriqués en Tchécoslovaquie après la guerre, les utilisant comme fusils standards jusqu'aux années 1970. Ces armes participent à la guerre de 6 jours en 1967 et à la guerre du Kippour en 1973. Ironiquement, le fusil qui avait équipé la Wehrmacht devient l'arme de l'armée israélienne contre les nations arabes. La Yougoslavie, la Norvège, le Danemark et de nombreux autres pays continuent d'utiliser le Car 98K pendant des décennies après la guerre, soit comme fusil de service, soit comme arme de parade. La Bundeswehr allemande elle-même conserve des stocks de Car 98K pour les cérémonies militaires, une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1990, pendant les guerres yougoslaves, des images télévisées montrent des combattants équipés de Car 98K vieux de 50 ans. Au XXIe siècle, des Car 98K apparaissent encore entre les mains de forces irrégulières en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Cette longévité extraordinaire témoigne de la robustesse fondamentale du design de Paul Moser, même lorsque la qualité de fabrication s'était dégradée pendant la guerre. Aujourd'hui, le Car 98K occupe une place particulière dans l'histoire militaire et dans l'imaginaire collectif. Le marché des collectionneurs est florissant, avec des fusils d'avant-guerre en excellentes conditions pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Les tireurs sportifs et les chasseurs apprécient toujours la précision et la fiabilité de l'action Moser 98 qui continue d'être produite dans des versions modernisées par Moser Jagdwaffen GmbH depuis 1999. Des dizaines de fabricants dans le monde ont copié ou adapté le système de verrouillage Moser 98, le consacrant comme l'un des mécanismes de fusil les plus influents jamais conçus. Pourtant, la mythologie qui entoure le Car 98K mérite d'être nuancée. La propagande nazie et par la suite une certaine fascination pour la technologie allemande de la Seconde Guerre mondiale ont contribué à créer une image de supériorité technique qui ne reflète pas toujours la réalité du terrain. Le Car 98K était un excellent fusil à verrou, mais il n'était ni miraculeusement supérieur aux autres armes de sa catégorie, ni exempt des problèmes qui affectent toute production militaire en temps de guerre. La véritable histoire du Car 98K est celle d'une arme efficace, limitée par sa nature même de fusil à verrou, dans un conflit où la puissance de feu automatique devenait de plus en plus décisive, et dont la qualité a été progressivement sacrifiée sur l'autel de la production de masse et des conditions désespérées de l'Allemagne en guerre. L'ironie finale est peut-être que le fusil le plus emblématique de la Wehrmacht n'était pas l'arme que l'Allemagne aurait choisi d'utiliser si elle en avait eu le choix. Les tentatives de développer et de produire en masse des fusils semi-automatiques comme le Gewehr 41 et le Gewehr 43 ou le fusil d'assaut révolutionnaire Sturmgewehr 44 témoignent de la reconnaissance par le commandement allemand que le Car 98K appartenait déjà au passé.
Mais les contraintes de production, les ressources limitées et la complexité de remplacer des millions d'armes en service ont condamné la majorité des soldats allemands à combattre toute la guerre avec un fusil à verrou face à des adversaires de plus en plus équipés d'armes à feu automatiques. Le Car 98K reste aujourd'hui un témoignage fascinant des compromis entre idéal et réalité, entre précision artisanale et production industrielle de masse, entre mythe et histoire. Son héritage continue d'influencer le design des armes modernes et son nom évoque immédiatement une époque où la guerre était encore partiellement définie par la compétence individuelle du tireur et la qualité de son fusil. Nous avons exploré l'histoire complexe du carabineur 98K, de ses origines sophistiquées à sa dégradation en temps de guerre, révélant comment même l'arme la plus emblématique du Reich comportait des faiblesses cachées. L'histoire du Car 98K nous rappelle que derrière chaque légende militaire se trouve une réalité plus nuancée, faite de compromis, de défis logistiques et d'expériences humaines souvent contradictoires. Quelle a été votre découverte la plus surprenante dans ce documentaire ? Connaissiez-vous ces aspects de l'histoire du Car 98K ? Partagez votre opinion en commentaire. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie des armes de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres documentaires sur les technologies, les tactiques et les histoires méconnues du plus grand conflit de l'histoire. Activez les notifications pour ne manquer aucune publication. Et si ce format documentaire vous plaît, donnez-nous un pouce en l'air, cela nous aide énormément à continuer à produire des contenus d'historique de qualité. Dans notre prochain documentaire, nous explorerons une autre énigme militaire fascinante de la Seconde Guerre mondiale. À très bientôt sur l'Énigme militaire.